soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Merci à toi. Salut Raph, bah écoute, ouais, moi c'est Parabellum, c'est mon pseudo que vous verrez sur Telegram. Vous pouvez me croiser sur Twitter où j'ai un compte où j'explique pas mal de choses en crypto et autres choses, en investissement au sens large, qui s'appelle Gamble Master. Donc écoute, je suis dans le crypto game depuis 2017. Je suis arrivé en plein bull run comme un débutant, hein, Comme avec tout le le monde. Bitcoin, comme tout le monde, avec le Bitcoin à 20K, l'Ether qui tapait les ATH. J'ai acheté, je pense, quasiment les tops et tout. On s'est pris le bear market dans la tête. J'ai continué un petit peu à DCA dans la descente. Et ensuite, j'ai fermé les écrans pendant 2 ans. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux finalement pour quand tu débutes en crypto, c'est de faire du spot et c'est de pas te prendre la tête. Ensuite, je suis revenu. Donc en gros là, t'as acheté, t'as coupé les écrans, t'as plus regardé et t'as tout simplement attendu. C'est ça, exactement, exactement. Donc je suis revenu en fait à la crypto en 2020 avec l'été 2020, le DeFi Summer, pour ceux qui s'en souviennent. Ok. Je me souviens. Je me souviens très bien de la discussion. C'est un copain qui avait commencé à farm sur Yam à l'époque, qui était vraiment le tout début du DeFi Summer, qui m'a dit en une nuit, je me suis fait mon salaire mensuel. En une semaine, je me suis fait 3 fois mon truc. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, j'ai replongé dans la crypto à ce moment-là. Et donc, c'était effectivement août 2020. À ce moment-là, on était après le halving de 2020, après le Covid, et on n'avait pas encore fait de nouveaux ATH. On était, on va dire, en cycle de transition. Et donc, je me suis vraiment intéressé de plus en plus à la crypto, hein. J'ai plongé donc dans la DeFi, notamment, j'ai pas mal traîné sur Uniswap. Vous allez voir pour la suite, du coup, pourquoi ça m'a donné la stratégie Unirider. Donc j'ai commencé à pas mal trader aussi sur les SEX, hein. J'avais un compte Binance et je faisais un petit peu de day trading, d'accumulation, notamment du token Uni qui venait d'être airdrop à tout le monde et qui tout le monde l'avait dump, hein, pour profiter de cet argent gratuit. Et il me paraissait intéressant. Il avait une volatilité qui était intéressante. Et puis j'avais bien la DeFi, donc je me suis dit tiens, je vais le day trader et l'accumuler. Et comme ça me prenait quand même pas mal de temps, j'ai commencé à m'intéresser à des outils qui pourraient en fait automatiser ma stratégie de trading, hein, tout simplement. Et quasiment encore une fois par hasard, un gars que j'avais rencontré, je discutais sur les forums crypto, m'a dit tiens, essaye donc Krill. C'est un projet français qui a l'air sympa. C'est des bots de trading, c'est très simple, tu vas voir. Et donc j'ai découvert Krill effectivement en octobre 2020. À ce moment-là, et c'est là que j'ai commencé à plonger dans l'éditeur, lancer mes premières stratégies. Voilà. On va juste rappeler un petit peu pour les personnes qui connaissent pas, Krill, c'est un système de bot qui te permet donc de louer des stratégies pour automatiser tes ordres d'achat et de vente de manière 100% automatique. Et toi, Pab, j'imagine que tu dois avoir un cursus un petit peu maths, scientifique pour pouvoir justement un peu bidouiller dans l'éditeur. C'est vrai. Alors je suis pas revenu sur mon background, hein, donc je ne suis pas à 100% dans le crypto game, hein. J'ai une activité principale, hein, qui est dans la partie scientifique, comme tu l'as dit. Et au niveau du trading, écoute, j'avais découvert la bourse, allez, on va dire en 2010, j'avais commencé à m'y intéresser tranquillement, hein. Je veux dire, à l'époque aussi, c'était bien sûr la crypto, on connaissait pas, hein. Comment t'es tombé là-dedans dans les marchés traditionnels, sachant voilà, ça existe depuis un bail, nos parents ils en ont fait, même autant de nos grands-parents, et comment est-ce que tu t'es formé? Ouais, je me suis formé un petit peu en autodidacte, si tu veux. J'ai appris, au début, c'était vraiment des choses de base, hein. Je veux dire, je me suis dit, ok, allez, on va acheter une action. Et la première action que j'ai achetée, c'est une action Google. Tu vois, forcément. J'espère que tu l'as gardée celle-là. Voilà, c'était Google, je l'ai acheté, puis j'étais tout content, j'ai fait plus 20%, j'ai vendu. C'était en 2010.
ceux qui connaissent le parcours de l'action Google savent que finalement, j'aurais mieux fait de fermer l'écran pendant 10 ans et de les garder, j'aurais fait x10. Donc pareil, il n'y a pas que le Bitcoin qui a un intérêt à buy and hold, aussi des actions de qualité, tu peux le faire aussi. Donc ça, c'était mes premières expériences. J'ai pas refait grand-chose après. Après, il y a eu mes études, le début de mon activité professionnelle, et je suis revenu vraiment à l'investissement, au trading en 2020. Avec, comme beaucoup de monde, je veux dire, on a tous vu les soldes, que ce soit sur les marchés traditionnels, puis après les cryptos. On s'est dit, c'est le crash de la décennie. C'est le moment de sortir les liquidités et de rentrer. Donc c'est là que je me suis vraiment réintéressé et formé, puis que j'ai commencé à apprendre le trading, à lire un chart, qu'est-ce que c'est une bougie, qu'est-ce que c'est un indicateur, une moyenne mobile, le RSI et ce genre de choses. Et je trade quasiment maintenant tous les jours depuis 3 ans et demi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'en étais resté à développement donc des bots sur Krill. Donc on arrive effectivement fin d'année 2020-2021. On sent que ça commence à pousser. Le Bitcoin, je crois, pète son ATH vers juste avant Noël 2020. Et le bull run s'enchaîne dans la suite. Et moi, j'avais cette stratégie Unirider que j'utilisais pour moi-même, qui est une stratégie spot, parce qu'il y avait que du spot sur Krill à l'époque, effectivement. Surtout sur le Uni, mais qui marchait sur pas mal de tokens DeFi. C'était une stratégie très agressive, qui visait à acheter les dips avec des stop loss assez larges et à revendre des débuts de retournement, et qui donc sur une grosse volatilité m'a fait accumuler pas mal de Uni, de Aave et de SNX, tous les tokens que j'appréciais particulièrement. Et écoute, Krill était plus restreint à l'époque en termes de communauté. Je peux te dire maintenant avec le recul, la stratégie était quand même largement imparfaite, mais elle a fait quand même de très très belles perfs sur les phases haussières, et elle a été publiée, je pense en février 2020, et je pense qu'elle a donné de très très belles perfs encore en spot. Tous les gens qui sont arrivés et qui l'ont utilisé. Ouais, je me rappelle bien, il y avait vraiment des screens où la personne elle avait lancé, elle était à plus 200, plus 300%, et c'était assez impressionnant justement à l'époque. Ah oui. Tu achetais en fait, c'était sur une grosse volatilité, tu pouvais te permettre d'acheter tous les dips sans confirmation, et donc ça marchait pas mal à l'époque. Donc c'est la partie spot. Il y a une histoire de RSI. Il y a de l'histoire de RSI, on en reparlera une autre fois. Il y a de l'histoire de RSI. Donc ça, c'était le début, si tu veux. Krill était vraiment full spot. Ensuite, il y a eu le développement des futurs, qui est arrivé ça en mai-juin 2021. On a eu le premier gros dip du Bitcoin, pour ceux qui se souviennent. Ça, c'était l'époque bénie où vous pouvez trader les futurs avant que ce ne soit interdit. Tout à fait. Pour vous protéger. Tout à fait. On avait encore le droit au futur. On a eu le droit au futur. On a eu le droit au futur jusqu'à fin 2021, je dirais, sur Binance. Et donc là, on était dans la période entre le premier ATH et le deuxième ATH qui a été fait. Et c'est là que on a développé plusieurs stratégies. Donc, quand je dis c'est parce que j'étais initialement avec un collègue de boulot dessus. On avait créé un compte de team qui s'appelait les Lonesome Riders. Donc lui avait développé une autre stratégie qui s'appelait Birdie Rider, qui était aussi très très efficace dans cette phase-là. Alors malheureusement, il a quitté le crypto game, puisque vous le savez, c'est très éprouvant mentalement de toutes ces montagnes russes. Et suite à l'ATH à la descente, il a lâché. Il a pris ses profits et il est sorti. Capitulation, quoi. Voilà, il a pris ses profits, il est sorti. Et moi pendant ce temps, j'ai continué à développer les stratégies. Donc en futur, il y a eu une version future de Unirider qui était donc du long et du short, qui à un moment plutôt très bien marché. Je dirais même pendant l'été 2021, elle a eu, écoute, je sais même plus, je crois 50 jours d'invincibilité. C'est-à-dire, elle a fait 50 jours sans prendre un stop loss. Et donc, c'était une stratégie en x5 à peu près. J'ai vu des gens, ils ont fait 600-700% avec. Ouais, je me rappelle, elle avait fait des perfs assez ouf. Et de mémoire, elle faisait des longs, c'est-à-dire qu'on pouvait miser sur un crypto-actif à la hausse. Et elle faisait aussi des shorts, c'est-à-dire qu'on pouvait miser dessus à la baisse. Exactement. Elle faisait long et short.
pareil, dans le même esprit que la version spot, mais donc c'était aussi des stops assez larges, hein, donc très peu de stops. Par contre, quand on prend un, il fait assez mal. Effectivement, surtout si tu te prenais le stop loss au début de la session. Quand tu es dans la bonne configuration et qu'elle enchaînait les TP, c'était assez beau. Donc ça, c'était c'était mes premières stratégies. Ensuite, j'ai développé d'autres stratégies. J'ai évolué dans mon parcours de trader, on progresse, que ce soit en trade manuel ou en trade algorithmique. Donc je me suis intéressé au trading range avec donc de l'accumulation en spot de tokens. Donc ça, c'est les stratégies maximizer qui sont c'est Ouais, c'est un peu ça, si tu veux, c'est une stratégie qui est je la qualifierais de grid trading hybride un peu, tu vois. Et c'est pas que du grid trading, c'est pas que du trading sur indicateur, c'est quelque chose d'un peu hybride et qui était très intéressante pour notamment les tokens qui sont en range. Donc c'était notamment le cas, tu peux trader par exemple Bitcoin, Ethereum, tu vois. La paire ETH BTC ou la paire, n'importe quelle paire, la paire CRV BTC, AV BTC. C'est très intéressant et ça te permettait en fait d'accumuler du BTC et même d'autres trucs, le Mana BNB par exemple, enfin n'importe. Ces paires corrélées, ça marchait pas mal. En gros, cette stratégie, c'est un peu une accumulatrice, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser avec un altcoin contre l'USDT, mais tu peux aussi l'utiliser par rapport au pair contre l'Ether et le BTC. Ça allait pas trop mal. Après, effectivement, il y avait des fois, tu as des grosses mèches qui viennent de partout, mais en spot, ça va, tu peux te permettre normalement de pas prendre des stop-loss sur des grosses mèches. Donc, franchement, ça marchait pas trop mal. Le seul truc, c'est qu'effectivement, si ton token va aux enfers, écoute, la stratégie, elle le baille quasiment jusqu'aux enfers, quoi. No pain, Sauf que no c'est une gain. base grid trading. Donc ça, elle tourne toujours, elle existe et franchement, elle fonctionne pas trop mal. J'en ai même fait une version dans l'autre sens que j'appelle Maximizer Reverse, Ouais. qui te permet en fait d'accumuler du token. Donc le token, par exemple, là la session qui marche pas mal en ce moment, c'est Tao USDT, qui est lancé par un de nos crypto bros. Et donc là, elle accumule le token tradé, donc c'est-à-dire elle va pas accumuler de l'USDT, elle va accumuler du Tao. Et donc elle vend des petits tops pour racheter plus bas et donc accumuler du Tao. Et franchement, elle marche pas mal, elle est intéressante. Après, son principal risque, c'est si le token va à zéro, tu vas te retrouver à hold ton token jusqu'aux enfers. Mais bon, c'est le but de la stratégie, elle est là pour accumuler. La stratégie, elle fonctionne un petit peu à l'envers, parce que justement, d'habitude, on a plutôt tendance à vouloir accumuler du stablecoin, alors que là, c'est le contraire. On va accumuler du token. Et dans le cadre de Taos, justement, c'est hyper intéressant, parce que vu que c'est un projet IA qui est justement limité à 21 millions, c'est quelque chose qui peut justement être très intéressant pour le prochain narratif. Exactement. Donc, écoute, la session se déroule plutôt pas mal. Elle a été lancée il y a une douzaine de jours par notre pote. On va le suivre, mais c'est quelque chose qui, pareil, moi dans l'idée, c'était c'est plutôt sur des phases de range. Encore une fois, en forte tendance baissière, écoute, ton token il va perdre en valeur en USD, mais elle va rien faire en valeur token. Et en forte tendance haussière, elle va se retrouver à vendre progressivement. Donc, tu vas être gagnant en USD, mais tu seras un peu perdant en token si ça retrace pas. Bon, voilà, ce sont les principaux risques de cette stratégie. Comme une fois, les accumulations se font dans les ranges, et après, quand tu sors de range, ça les fins d'accumulation. Mais ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est du spot. Ouais. Et après, effectivement, tu parlais d'outils. Donc, je me suis dirigé plus vers quelque chose du trading plutôt épuré, si j'ose dire. C'est-à-dire revenir à ce qui m'a été l'essence des bots, c'était de l'assistance au trading manuel, puisque comme on a pu le voir dans les cryptos, il y a énormément de manipulation de marché. Et lorsque tu fais des bots de plus en plus élaborés, de plus en plus précis, ils sont de plus en plus sensibles aussi. Donc moi, j'ai cherché des choses robustes, et robustes au sens de qui sont pas sensibles aux manipulations de marché. Et donc, j'ai développé plusieurs outils qui visaient à t'aider le trading manuel. Donc, tu les connais. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'appelle les stratégies farming. Ouais. Donc, en spot, en long ou en short, elles, ce sont des stratégies qui rentrent en position à 50% et qui visent à trader le range. Ça mime, en fait, le comportement d'un LP token que tu as sur les DEX, sur Uniswap et tous les autres. Donc, tu as la formule X fois Y égale K, qui est une constante. Donc,
ta valeur de ton X fois la valeur de ton Y doit toujours être égale à la même valeur. Et donc, plus un de tes tokens monte, plus ça en vend, et plus ça baisse, plus ça en rachète. Donc, c'est un peu le principe. Ça accumule beaucoup dans les ranges aussi. Et donc, tu peux le faire en long ou en short. Ouais. Ça marche pas mal, avec même des possibilités, si tu es rusé, de faire du market neutral, puisqu'on lance une paire en long, une paire en short sur la même paire. C'est assez intéressant. On se marre pas mal là-dessus quand il y a des ranges plus ou moins volatiles. Réciproquement, donc pour pouvoir chasser les tendances directionnelles, j'ai fait leur réciproque, ce que j'appelle les hunting, qui sont donc des stratégies qui visent à mimer le comportement d'une option, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une perte limitée, par contre des gains assez exponentiels lorsque la tendance part dans leur sens. Donc, grosso modo, ces stratégies, il faut les mettre avec des forts leviers. Elles prennent une position partielle et elles pyramident en fait leur trade lorsque la tendance est dans le bon sens. Donc, elles s'appellent les hunting. Il y a hunting long et short et spot aussi. Donc, ça peut être intéressant aussi pour lancer lorsque vous avez une conviction. Là, en gros, il faut juste être sûr de la tendance et surtout pas aller contre le marché. Exactement, c'est la stratégie qui t'amènera le plus de gains. Tu aurais lancé une hunting long la semaine dernière sur Bitcoin ou Ether en x10, x15. Même tu peux aller même en x20. Je veux dire, au pire, si elle est liquidée que sur une toute petite partie du capital. Donc c'est pas très grave. Et exactement, et elle re-rentre plus bas. Et lorsque ça monte dans le bon sens, elle va pyramider son trade, c'est-à-dire augmenter son exposition. Par contre, après, cette stratégie ne ferme jamais les positions. C'est à toi de la piloter manuellement. Là, on est plutôt dans quelque chose de semi-automatique. Exactement. On est dans du semi-auto aussi. Et une autre, je sais que tu affectionnes particulièrement, c'est ce qu'on appelle les TWAP. TWAP, c'est quoi? C'est Time Weighted Average Price. Donc, c'est une stratégie qui vise à faire des... Je pense que j'en ai au moins lancé une bonne centaine. Eh ben, écoute, il faudrait que je regarde les stats, mais c'est fort possible. Je sais que tu en es un grand fan. Donc là, c'est une stratégie, encore une fois, c'est du semi-automatique. Ça vise plutôt à aider ton trading manuel à optimiser l'entrée d'un trade swing. Donc pareil, long ou short, encore une fois. Étant donné que c'est un marché qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le gros avantage d'utiliser les outils Krill, c'est lorsque tu dors ou que tu dois faire autre chose, le bot, il prend le relais. Donc effectivement, c'est du semi-auto, mais il permet de monitorer des sorties, de prendre des profits, et comme dit, voilà, c'est un animal à sang-froid. C'est exactement ça. Donc l'entrée va être optimisée et les sorties se font en DCA, et à un moment, t'oblige à clore la stratégie et à prendre tes profits. Ouais. Et donc l'idée, c'est de faire soit de suivre l'avis d'un trader expert ou d'avoir ta propre conviction sur un trade et de le lancer dans ce que tu es à peu près dans la bonne zone et de laisser faire le bot ensuite par la foulée. Et puis, une fois que le trade sera à peu près réalisé, tu auras une alerte comme quoi c'est terminé, tu as pris tes profits et tu peux le relancer. Ça m'emmène au point suivant qui est les webhooks, qui a été une amélioration de Krill suite donc d'abord on a commencé en spot, ensuite on a eu du futur, après on a eu un nouveau outil qui était donc les webhooks. Donc les webhooks, pour ceux qui voient pas, c'est un appel à des indicateurs externes en fait aux blocs de Krill qui sont des blocs quand même assez basiques, des indicateurs classiques comme le RSI, l'Ichimoku ou les moyennes mobiles. Là, on peut faire appel à pas mal d'autres indicateurs sur TradingView. Mais moi, surtout, mon utilisation principale de ces stratégies, les webhooks, c'est de choisir un prix d'entrée pour lancer la stratégie. Alors, je sais, on en a déjà discuté pas mal, toi et moi. C'est quelque chose qui n'est possible pour le moment, malheureusement, que sur des stratégies que tu as toi-même réalisées. Par contre, la team nous a dit que c'est prévu que ça permette de lancer sur des stratégies marketplace. Donc, l'idéal serait, l'idée serait, par exemple, je veux lancer un trade lorsque le Bitcoin touche 39 000 $, je veux lancer une TWAP long en x10. Je mets la stratégie, je la prépare et je veux la lancer avec un webhook qui se déclenche lorsque le Bitcoin touche les 39 000 et elle jouera sa vie toute seule comme une grande. Ouais. Tandis qu'actuellement, on est à 42 000. C'est pas maintenant que je veux la lancer. Effectivement, ça c'est aussi une stratégie à laquelle j'ai pensé via justement un de ces signaux webhook. En gros, j'aimerais bien accumuler du BTC. Et ce qu'il faudrait en fait justement, c'est que les stratégies, elles se lancent à partir du moment où il y a un signal BTC qui dump
les strats se lancent et je vais justement trader la force d'un altcoin qui est plutôt fort face au BTC ou à l'Ether. Tu peux tout imaginer, les webhooks c'est vraiment très large et ça ouvre vraiment des tas de possibilités pour le trading. C'est pour ça que vraiment ça fait quelques mois qu'on demande à la team de nous sortir cette feature qui devrait, je pense, pas tarder. C'est possible, tu sais, généralement avec Krill, ils ont toujours tendance à nous sortir des features et des surprises vers les fêtes de fin d'année. Eh ben écoute, on verra ce qu'on a sous le sapin. Et donc, concernant la dernière feature qui est arrivée au niveau de Krill, les variables. Les variables, exactement. Alors, il faut savoir que Krill, jusqu'à présent, c'était un langage de programmation qu'on qualifie de what you see is what you get. Ouais. C'est-à-dire que c'est des blocs de drag and drop, des blocs très simples dans lesquels tu mets ta logique, mais tu n'as pas besoin de connaître le code, tu n'as pas besoin de connaître du Python, du JavaScript ou je ne sais quel langage. Alors c'est clair, de toute façon, le but premier de Krill, c'est du no-code, c'est-à-dire que tu peux élaborer des stratégies automatisées sans forcément derrière maîtriser tout ce qui est langage, codage. Parce que mine de rien, ça reste quand même quelque chose de réservé à des personnes qui se sont initiées. Exactement. Alors ça a beaucoup de possibilités. Par contre, ça avait quelques limites qui donc faisait qu'on avait un nombre de blocs limité, bon, qui a été contourné par les webhooks, comme on l'a dit, puisqu'on peut maintenant faire appel à tous les indicateurs présents sur TradingView, par exemple, ou en déclenchement de stratégie, ou alors même en trigger pour un buy ou un sell. Mais également, maintenant, les variables permettent de maîtriser mieux le comportement d'une stratégie. Par exemple, on peut mettre une variable, dire voilà, ça c'est mon prix de déclenchement à l'entrée. Je qualifie la première variable d'entry price. Et lorsque je suis 20% sous l'entry price, il va se passer quelque chose. J'estime que voilà, on est dans une zone d'achat, donc je vais mettre la stratégie en mode préférentiellement achat. Pareil, je veux dire, si j'estime qu'elle a fait plus que 20% de gains par rapport à ce qu'elle a lancé, je vais lui dire, OK, on va essayer de pas saccager tout ce qu'on a fait. Je vais lui modifier son comportement pour qu'elle ait un money management plus conservateur. Je peux aussi décider de faire plein de choses. Avant les variables, on pouvait un petit peu considérer le fonctionnement des bots comme un petit peu rigide et purement mathématique. Alors que là, avec les variables, on a l'impression qu'on peut leur donner une légère souplesse. En fait, c'est clairement ça. Ça touche pas vraiment fondamentalement aux indicateurs, mais à son comportement global, à son money management, à sa gestion du risque, à différentes logiques aussi, qui étaient vraiment trop compliquées à mettre en place avec les blocs. Là, avec les variables, on arrive à le mettre en place. Alors, la communauté de publishers de Krill, puisque Krill, c'est une communauté de traders amateurs qui publient leur travail, comme tu sais. On a plusieurs groupes de discussion là-dessus, donc ça fait quelques mois qu'on échange sur les variables. Je pense qu'on n'en a pas encore touché tout le potentiel, mais on commence à voir des choses très intéressantes. Et je pense que dans les semaines ou mois à venir, une fois qu'on aura vraiment bien dompté cette nouvelle feature, on pourra avoir des bots encore plus puissants. Donc d'améliorer, on est parti de blocs entre guillemets basiques, on a déjà fait des choses très intéressantes. On a greffé les webhooks dessus, et maintenant on peut y greffer encore un comportement encore plus fin grâce aux variables. Je pense qu'on va arriver à des bots vraiment, vraiment très intéressants pour le prochain bull run, qui aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu vois bien, BTC a touché les 42K. C'est une cible majeure, puisque ceux qui font du trading Ishimoku verront que c'est la Kijun mensuelle. Et ça a été pété. Une grosse résistance. À partir du moment où le nuage il a été percé, on est en tendance haussière. Exactement. C'est la dernière résistance avant un vrai bull run. Une fois qu'on aura breaké ces 42K, on a tendance à suivre notre plan là par rapport aux variations du BTC. Exactement. On en a parlé toi et moi en février. Yep. Exactement. Et je sais que ce plan et cette vision des choses avaient pas mal choqué certaines personnes qui étaient encore vachement pessimistes et permabires. Exactement. On était parti sur une année, parce que bon, ça fait maintenant une année qu'on est en retracement suite au drama FTX. Ça a commencé à pump l'été dernier, et donc on a une année 2023 qui est quand même très belle pour les cryptos. C'est pas mal. Et on avait
On avait alors prophétisé, effectivement, en discutant, toi, moi et les autres, que moi j'étais parti sur un plan qu'on aurait une poussée sans gros dip, puisqu'on l'a vu lorsque l'année dernière dans le drama FTX, il y a eu des gros changements de main de Bitcoin, une grosse confiscation de supply de la part de Whales, au détriment de ceux qui ont capitulé. Et l'idée, c'était de ne plus offrir des prix aussi beaux à ces gens qui avaient capitulé et donc de devoir les faire FOMO plus haut. Ouais. Donc on l'a vu, on a une montée progressive du Bitcoin avec quelques retracements et même avec des grosses news comme en mars on l'a eu avec des faillites de banques régionales américaines. On n'a pas eu une remise en cause de cette tendance haussière finalement hebdomadaire et mensuelle. Et on est monté progressivement de 16 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 et maintenant on est à 42 000. On commence à être des grosses résistances. Ouais, j'ai vraiment l'impression que les choses, cette accumulation, elle s'est un petit peu faite en soum-soum, de manière vraiment très discrète. Et comme la plupart des gens, ils étaient encore dans les dramas FTX, la faillite de Celsius, il y avait vraiment cet aspect permabir qui a vraiment permis, d'après moi, aux whales d'accumuler de manière super discrète. Puis je pense qu'il y a de la magouille BlackRock derrière, dans le sens où, à mon avis, ils ont bien dû prendre le temps d'accumuler discrètement, tout en sachant qu'ils allaient faire justement une demande d'ETF pour Bitcoin Spot et qu'il y avait de grandes chances que cette fois-ci, elle soit acceptée. Donc on est dans de la pure manipulation de marché. Donc on disait oui, effectivement, concernant les ETF, ce qui se passe avec BlackRock et ce genre de choses, ça fait longtemps qu'on sait que les institutionnels sont entrés dans le marché de la crypto, plusieurs années. Certains diraient même le cycle 2017, ils étaient déjà présents. Le cycle 2020, c'était déjà des gros fonds d'investissement qui ont investi. On parle de FreeIC, de FTX qui levait des milliards, de Binance qui a levé pas mal de fonds aussi pour son développement de son écosystème. Donc il y avait déjà pas mal d'argent institutionnel qui arrivait. Et là, effectivement, c'est la thématique depuis un an sur le développement des ETF Bitcoin. Alors, sans dire c'est bon ou c'est pas bon, si tu veux, ça va emmener énormément d'argent frais dans l'écosystème. Et toi et moi, on le sait, je veux dire, même si pas mal de monde reste dans l'écosystème pour la thématique de la self-custody, l'esprit donc de souveraineté individuelle vis-à-vis donc des États et l'esprit des fois cypherpunk aussi, les libertés individuelles. Il y a quand même 95% des gens qui rentrent dans l'écosystème grâce à la spéculation. Et grâce à la spéculation vient la hausse des prix. En fait, ce qui fait l'attrait de l'écosystème, c'est ces bougies vertes de l'enfer qui arrivent grosso modo une fois tous les 4 ans et qui durent 6 mois, 1 an. Pure dose d'adrénaline. Au précédent cycle, c'était complètement barre. Je veux dire, on pouvait long en x10, x15, quasiment tout. Il y avait de la liquidité qui affluait de partout. Les indicateurs, ils étaient complètement perturbés à cause du FOMO. Il y avait certains alts qui tapaient ATH sur ATH. Par exemple, je me rappelle très bien de cet été avec le début d'Axie Infinity, qui était franchement un des premiers jeux sur la blockchain, mais il était complètement pourri. Le token Axis, je pouvais passer la journée à long et il s'arrêtait pas de monter, quoi. C'était vraiment complètement barge. Pour te donner un exemple d'Axie Infinity, c'était un des premiers tokens que j'ai acheté en 2020. J'ai mis $300, il était à 0,5 centimes, donc j'avais 600 tokens. Et j'étais tout heureux, je l'ai vendu quand il a tapé $1,20. Ah ouais, d'accord. Et il a eu un ATH à combien? À $100 ou $120. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a des trucs qu'on n'anticipe pas, qu'on ne voyait pas venir aussi loin. Faut dire qu'on manquait aussi un peu de recul. Non, c'est ça. Puis mine de rien, tu vois, toutes ces notions, tout cet aspect psychologique qu'on retrouve dans le trading, c'est des choses qui sont pas enseignées. Au final, on s'est tous un petit peu formés de manière autodidacte, il y a personne qui nous a pris par la main, on a dû apprendre par nous-mêmes, on a dû se prendre des claques dans la gueule parce qu'au final, ça reste ce qui est le plus formateur. Et petit à petit, en fait, on a affiné nos stratégies, on a développé un raisonnement qui est plus mathématique, et maintenant, on est beaucoup plus serein face à ce nouveau bull run, on essaye d'anticiper, on est plus prudent, on cède pas à nos émotions. Donc au final, exactement. Quelque part, t'es obligé de te taper un cycle en entier, c'est-à-dire vraiment la phase haussière, le bull run, ensuite suivi de la correction violente, le bear market, et le range, et puis de la réaccumulation. Au final, c'est quelque chose qui est très cyclique. C'est ça, exactement. Et donc, pour revenir, effectivement, tu parlais, donc là, il y a peu de temps, on a eu donc Binance qui s'est pris une amende de 4 milliards avec CZ qui a démissionné, qui va peut-être être condamné pour des faits remontant à 2018, 19, 20 sur Binance qui n'était pas régulé. Écoute, alors,
ça ne me surprend pas tant que ça, puisque effectivement, on sait que Binance était quand même pas le meilleur candidat pour la régulation. Alors moi, je ne pensais pas que la régulation taperait aussi fort sur cet acteur qui est quand même un colosse. Hein. Par contre, je pense que CZ savait que son temps était compté, puisque pour ceux qui se souviennent, je crois que c'est début 2000, ouais, son chiffre 4, bien sûr, de toute l'année, mais depuis début 2021, un moment, il commençait à avoir des procès. Il a dit, bon, on me propose, ouais, peut-être que je sois plus PDG de Binance, ce genre de choses. Il y a un moment, si tu fouillais dans ses vieux tweets, il a dit 1 ou 2 fois. Et je m'en suis rappelé, là, du coup, quand il a dit qu'il démissionnait, je pense qu'il savait qu'un moment, tôt ou tard, ça lui tomberait dessus. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour l'écosystème ? C'est pas à moi d'en juger. Ce que je vois, c'est que ça n'a pas déclenché de bear market, que ça n'a pas déclenché de sortie massive des capitaux de Binance. Les gens ont confiance en la plateforme, quelle que soit la personne qui la dirige. Voilà, je veux dire, le bull run ne va pas être avorté pour ça. Les régulateurs US ont voulu faire tomber quelqu'un qui n'était pas sous leur coupe. Je pense qu'ils ont réussi. On a d'ailleurs vu dernièrement que maintenant les plus gros volumes sur les futurs ne se font plus sur Binance Futures, mais sur la bourse de Chicago, le Chicago Mercantile Exchange. Donc on peut se dire que toutes les planètes s'alignent maintenant avec les ETF des régulateurs américains pour que des afflux de liquidités énormes se déversent sur le marché, qu'on ait un beau bull run une fois de plus. Et après, on verra pour la suite. Hein. Il va falloir qu'on le gère correctement, que ce soit via nos sélections manuelles ou via les outils Krill qu'on va pouvoir utiliser. De toute manière, le gros avantage justement d'utiliser les bots Krill, c'est déjà qu'ils taffent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais surtout, voilà, ils sont pas sujets aux émotions. Je veux dire, quand tu regardes ce qui se passe dans les différents chats Telegram, t'as des personnes qui sont toujours surexcitées, constamment dans l'émotion, dans le doute. Ils vont demander à d'autres personnes la tendance, mais au final, je veux dire, t'es obligé déjà de 1, d'avoir tes propres convictions, et de 2, justement, le robot, lui, il est pas sensible à tout ça. Le robot, il va tout simplement exécuter le plan. Exactement, si tu veux, le bot, il suit le plan, hein, et il n'a pas de FOMO et il n'a pas de FUD, hein, qui sont des termes qu'on aime beaucoup dans les cryptos. Donc, quand tout le monde va chier dans le froc, il va acheter si c'est ce pourquoi il est prévu. Et puis, quand tout le monde va crier la lune, il va vendre et prendre des profits. Et tu seras très content quand il y aura eu la bougie rouge 4 heures après qui va arriver. Tu vois. Donc, clairement, non, avoir un plan et s'y tenir, c'est ce qu'il y a de plus dur en trading et en investissement. On l'a vu, hein, et donc là les bots peuvent t'aider clairement à gérer tout ça. De toute manière, quand t'as ton quotidien géré, ton taf, les enfants, franchement, les bots c'est une aide précieuse. C'est ça, exactement. Et un de nos altcoins préférés justement à toi et moi, c'est ce petit token de Krill, le KRL, qui est donc le carburant pour faire tourner les stratégies. Écoute, on en a déjà discuté largement au niveau de l'analyse technique, toi et moi. Hein. C'est un token qui est intéressant puisqu'il il a une supply qui est limitée. Une bonne partie de la supply est déjà libérée et lors de l'afflux de nouveaux clients, lors des bull markets, tous les nouveaux clients ont besoin d'acheter du Krill pour faire tourner ses bots pour pouvoir avoir ces belles performances. Donc, il subit une pression haussière qui est assez importante. Ça reste une petite capitalisation, je crois, de l'ordre de 15 millions d'euros. Là, on est à 17 millions, c'est une small cap. Voilà, c'est une small cap, exactement, sur quelque chose qui a un fondamental qui est quand même assez solide, hein, puisque derrière, ça génère un revenu pour la team, mais également pour les publishers. Sans vouloir faire les prophètes, je pense que c'est un excellent investissement pour le prochain bull market. Faites vos propres recherches, bien sûr, mais si vous voulez lancer des bots Krill, en tout cas, vous allez en avoir besoin. Et il a une tokenomics qui fait que les gens sont incités à en hold. Donc, il va progresser sur le cycle. Puis, comme tu le dis, c'est pas leur premier rodéo. Hein. Le projet existe depuis 2017. Au fur et à mesure des bear markets, on voit que leur concurrence se réduit et qu'eux sont toujours là. Donc, c'est un bon projet. Les publishers, il y en a certains qui partent, d'autres qui arrivent, certains qui restent. La team est toujours là. Donc, moi, j'ai confiance dans ce projet. Une équipe française, en plus, qui est très accessible. Donc, venez discuter avec nous sur les télégrammes. Et puis voilà, quoi. Je pense que à la fois, j'espère, nos bots
vous donneront satisfaction lors du prochain bull, et aussi le holding de KRL. Ouais, puis moi de mon côté, je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui va arriver du côté de Krill. Comme dit, ils sont toujours assez doués pour nous surprendre, et puis voilà, je veux dire, ils ont les épaules solides, ils en ont traversé pas mal déjà des bear markets. On sait certainement plus que moi là-dessus sur la team, ils ont effectivement une roadmap et pas encore fini. Alors ouais, effectivement, donc comme je disais, pourquoi on arrive dans le crypto game par la spéculation, on y reste par l'esprit qu'on y trouve, et surtout les gens qu'on y rencontre. Ça a été pour moi l'occasion, c'est 3 ans et quelques intensifs dans la crypto, de rencontrer tout un tas de personnels d'horizons différents, qui francophones pour la majorité, puisque c'est ma langue maternelle, mais également anglophone, et avec qui tu partages des sujets intéressants, et pour lesquels on peut même construire des projets, puisqu'on a des compétences diverses et variées. Ouais, pour ma part, j'ai pu rencontrer pas mal de gens avec des phénotypes qui étaient assez atypiques, avec souvent un bon quotient intellectuel, des compétences qui étaient très différentes, on vient tous d'horizons variés, mais ouais, c'était vraiment enrichissant et stimulant. C'est ça, je pense que tu as raison, le mot c'est vraiment stimulant, l'écosystème est ultra stimulant, c'est vraiment une piqûre de stéroïdes à chaque fois que tu ouvres les télégrammes liés aux crypto. Donc après, il faut aussi garder les pieds sur terre et raison garder. Mais je veux dire, moi, ça a été l'occasion de rencontrer des gens vraiment très sympathiques. On s'est rencontrés IRL, comme on dit, in real life par la suite, et de nouer des belles amitiés. Donc, rien que pour ça, je pense que c'est un jeu qui vaut le coup, quoi. Après, une des premières choses que t'apprends justement quand tu fais du trading et de l'investissement, c'est de la diversification. Donc j'imagine que t'es pas full crypto, tu dois probablement avoir de l'immobilier ou aller sur les marchés classiques. Exactement. Donc après, voilà, moi j'ai ouvert mon horizon d'investissement à autre chose que la crypto. Je te parlais effectivement de la bourse que je faisais déjà depuis une dizaine d'années. Je me suis lancé également dans d'autres classes d'actifs, notamment l'immobilier. Vous pouvez me suivre sur Twitter, j'en discute quand même pas mal. Voilà, donc je ne suis pas fermé à d'autres classes d'investissement. Dernièrement, j'ai entendu dire que tu t'es lancé un challenge prop firm. Alors la propre firme, j'essaye, c'est extrêmement compliqué. Donc pour ceux qui ne savent pas, les propres firmes, ce sont donc des sociétés qui visent à vous prêter du capital pour trader. Donc vous payez un challenge pour réussir à obtenir ce capital financé. Donc il faut faire un certain pourcentage de gains, tout en ayant des pertes très réduites, et souvent dans un temps imparti. Donc les challenges sont extrêmement compliqués. Ça peut être chaud, ouais, ça peut être chaud. Donc inutile de vous dire que la majorité des gens perdent les challenges, et c'est ce qui fait aussi une bonne partie de la prospérité des propres firmes. Et pour les gens qui réussissent les challenges, ils ont sélectionné les quelques pourcents de traders extrêmement rentables et profitables. Et sur ces traders-là, le trader, sur un capital, par exemple, il gagne un compte à 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, il va gagner 80% des gains qu'il réalise, et la propre firme va quand même en gagner encore 20%. Mais par contre, ce trader-là, il n'y a eu que 4% des gens qui ont réussi le challenge, tu vois. Les autres, ils auront payé pour trouver ce mec-là, tu vois. En fait, avec ces conditions extrêmes de trading en propre firme, le but, c'est vraiment, entre guillemets, de sélectionner les meilleurs. C'est vraiment de la sélection naturelle. C'est ça. Mais si vous avez des compétences et pas de capital, je veux dire, c'est un excellent moyen de faire prospérer votre net worth, puisque on a beau le dire, je veux dire, tout le monde cherche dans le crypto game la prochaine pépite qui va faire le x100, mais si vous avez que $100 de capital, c'est pas $100 x100 qui va vous permettre de prendre votre retraite, hélas. Donc voilà, il y a un moment, les gains sont quand même proportionnels au capital que vous investissez. Et par contre... Sauf si t'es le mec qui avait mis les $45 sur le PP, lui franchement, avec $45, il s'est mis bien. Exactement, ce sera déjà de beaux gains, mais vous attendez pas à être millionnaire avec $100, les amis. Voilà, il faut... Ouais, il y a bien sûr des belles histoires, mais il y en a tellement qui se sont fait rect aussi avec ça, donc voilà. Écoute, franchement, je pense qu'on merci pour cette discussion. On a fait un beau tour. Merci à toi pour cet entretien qui était vraiment très intéressant, et j'espère qu'on a donné envie aux gens de tester l'écosystème Krill. Puis comme dit, t'es le bienvenu sur ma chaîne quand tu veux. Ça marche. Allez, bonne soirée, à une Ciao. prochaine.